Aujourd'hui, on va parler cinéma. Et de manga. Et de manga. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller au cinéma. Si on m'avait dit un jour que je tomberais sur un personnage de manga qui a plus souffert que Guts dans Berserk, bah, je l'aurais tout simplement pas cru. Voire même, ça m'aurait pas donné envie de lire le manga. Mon songe effronté? Ouais. Après, on sait que l'humanité aime voir les gens souffrir. Mais on va parler de ça aussi. Je veux dire, c'est quand même le but d'une chaîne de philosophie que de traiter ce genre de questions. Because it's so much fun, Chan! Get it? Allez, petite devinette pour ceux qui commencent. Aujourd'hui, on va parler d'un des plus grands noms du manga japonais actuel. Celui que l'on pourrait nommer le Tarantino du manga, tant son amour pour le 7ème art transpire dans ses pages. Celui qui défend l'idée qu'après la mort, on va tous dans une salle de cinéma. Attendez, on est où là? Mais aussi qu'une vie sans Scott Pilgrim ne vaut pas la peine d'être vécue. Avis que tu partages? Ouais, totalement. You know what? He just left. Non, vous avez pas compris, il est tellement fan de cinéma que dans chacune des jaquettes de chaque nouveau tome qui paraît, il parle des films qu'il a le plus adoré. Pour ceux qui l'ont toujours pas compris, aujourd'hui on va parler de Tatsuki Fujimoto et de son Fire Punch. Jingle. T'as pas de jingle. C'est vrai, va falloir y penser. Oui, parce que le bonhomme n'a pas commencé avec Chainsaw Man, loin de là. Et ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, j'adore l'univers de Chainsaw Man. Que ce soit ses personnages, ses intrigues et ses démons, son postulat de base qui est très intéressant, à savoir la matérialisation des peurs de l'humanité en démons dont la puissance est proportionnelle à la peur qu'ils invoquent, il est un manga avec des antagonistes extrêmement intéressants et des parcours tellement humains. Je veux dire, regardez Denji, vous avez plus de chances d'en rencontrer un dans votre lycée qu'un Tanjiro ou autre. À qui le dis-tu? Le mec est tellement un loser, ben qu'il en devient cool. C'est vous dire le punch qu'il y a dans ses pages. Et ne me lancez pas sur la composition des planches. Elles sont découpées de telle façon qu'elles laissent place à une lecture qui par moments se rapproche plus du visionnage d'un film. Et les moments de suspense, d'introduction et même d'introspection, ils sont parfaitement représentés à mon sens. Cependant, et malgré ses qualités, je dirais que Fire Punch est supérieur à Chainsaw Man, et ce par divers aspects. Alors oui, Fujimoto a tellement gagné en qualité de narration entre les deux œuvres, mais dans le propos, Fire Punch semble être sa lettre d'amour au manga, et surtout au cinéma qui l'a fait voyager dans son imaginaire. J'oserais même dire que Fire Punch est une œuvre beaucoup plus personnel que Chainsaw Man à plusieurs niveaux. Parce que oui, on y retrouve de tout et philosophiquement, waouh, ce qu'on mange bien. Que ce soit l'identité, la religion, la catharsis, la vérité, le tragique, tu vas vraiment nous faire toutes les notions du programme. C'est pas moi, c'est Fujimoto. Et ben on peut littéralement dire qu'on peut réviser son bac avec des mangas. Tiens, ça me dit quelque chose ce slogan. De ce fait, n'hésitez pas à réserver votre siège de cinéma, à prendre place et à vous armer de ce doux popcorn que vous aimez tant. Et pas de débat sur le sucré salé si vous voulez en commentaire. Et surtout, laissez-vous totalement porter par ce moment cathartique. Et en parlant de catharsis, le mot est mentionné plusieurs fois dans le manga. Et c'est pas moi qui le fais, c'est Fujimoto. Mais d'abord, un petit résumé de Fire Punch. Le récit commence durant une nouvelle ère glaciaire, instaurée par celle que l'on nomme la sorcière de glace et qui dure depuis plus d'un millénaire. En effet, certains humains sont dotés de pouvoirs innés, on les appelle les élus. Terme assez important pour la suite, car comme vous le verrez, Fire Punch traite aussi de la notion de religion et du rapport des hommes à cette dernière, de sa genèse, sa critique et son utilité. Donc le terme élu est tout sauf anodin. On y retrouve un personnage du nom d'Agni, ou Annie, je sais pas, moi je l'ai prononcé Annie dans ma lecture, mais à ce qui paraît c'est Agni. C'est un manga, on peut pas savoir. Élu, maintenant vous savez ce que cela veut dire, car disposant du pouvoir de régénération quasi instantané. De ce fait, dans le petit village où il survit avec sa sœur suite à la disparition de ses parents, il n'hésite pas à se sectionner les membres afin de nourrir les autres habitants du village en proie à la famine. Acte de cannibalisme, certes, qui en répulse plus d'un, ils ne le font pas de gaieté de cœur, mais légitimés par le besoin de se substanter durant cette ère glaciaire où les ressources se font rares. Leur vie va basculer, comme si elle n'avait pas déjà assez basculé, lorsque des soldats vont arriver dans ce village. Les membres de cette armée débarquent et en voyant les membres d'Agni entreposés, décident de décimer tout le monde pour cause de barbarie et de cannibalisme. En même temps, relativisons, c'est des cannibales. Leur arme, un élu avec des flammes inextinguibles qui brûlent tout sur leur passage jusqu'à ce que leur cible soit complètement calcinée. Seul problème, Agni est doté du pouvoir de régénération. Vous voyez où ça va, les flammes ne s'éteignent que si ça brûle totalement, Agni se régénère. C'est pas le bon cocktail. Il arrive cependant à brièvement contrôler son pouvoir et à envisager la fin de ses souffrances, mais les dernières paroles de sa sœur le marquent et lui demande de vivre alors qu'elle est en train de brûler vivante. Un souhait qui pourrait paraître égoïste, mais qui motivera Agni à tenter de maîtriser sa douleur permanente durant 8 ans afin de se mouvoir et de partir en quête de vengeance à la recherche de Doma, ce soldat aux flammes inextinguibles. Ouais, c'est ce qui s'appelle prendre son mal en patience. Non, vous vous rendez compte, le mec il brûle littéralement pendant 8 ans, il a la sensation de brûlure permanente. Déjà là on commence avec quelqu'un qui a énormément souffert. D'ailleurs, petite
petite parenthèse, j'aime pas ces débats de qui a le plus souffert. Je l'ai un peu utilisé en introduction, certes, mais je trouve que c'est pas comparable la souffrance. Alors oui, on peut pas comparer une écharde que l'on aurait pendant un combat à l'UFC avec ce qu'a vécu Guts pendant son éclipse. Mais quand même, la souffrance est quand même une expérience extrêmement subjective qui dépend du coup du vécu de l'individu. Vous voyez quelqu'un qui a toujours vécu avec une cuillère d'or dans la bouche, vous lui retirez quelques-uns de ses avantages, pour lui la souffrance sera énorme. Et vous parlez à quelqu'un qui a quand même fait son mémoire sur la question de la souffrance en philosophie et notamment chez Nietzsche. Donc croyez-moi, j'en ai bouffé des textes sur la souffrance. Commence donc le récit de ce héros à la souffrance permanente qui, dans le trouble de ses pensées, ne veut que venger la mort de sa sœur bien-aimée, un homme à qui l'on va attribuer plusieurs identités, plusieurs rôles, celui de héros, celui de méchant, celui de tueur, celui de sauveur, celui de Dieu, mais peut-être qu'on ne le laissera jamais dire qui il est. En même temps, je vous pose la question, est-ce qu'il en serait véritablement capable, je veux dire de poser une vraie identité, de faire une synthèse de toutes ses expériences et de dire je suis cette personne alors que son corps est littéralement en train de brûler en permanence? Ça interroge véritablement la question de l'identité et c'est justement la première partie de la vidéo, une crise identitaire. Ce qui m'a personnellement le plus touché pendant ma lecture de Fire Punch, eh ben c'est la crise identitaire permanente que connaît Agni durant tout le récit. Tu es Team Agni maintenant, pas Annie. Je sais pas, ça m'est venu comme ça, donc on va rester sur ça. D'une certaine façon, il n'est plus le frère qu'il aimait être, parce que oui, je sais pas si vous vous rappelez, mais la sœur est un peu morte au début. Est-ce qu'il peut se réduire à une boule de souffrance et de rage? Est-il celui que l'on nommera plus tard Fire Punch? Est-il un dieu? Est-il un méchant? Est-il un sauveur? Bref, toutes ces identités vont être interrogées plus tard dans le récit. Il est donc l'homme qui se perd en permanence, mais aussi qui se recherche. Mais je vous pose la question, comment réaliser un véritable travail d'introspection lorsque les flammes vous rangent en permanence? Peut-on véritablement réaliser un acte méditatif dans ce cas-là? Alors oui, il dit en permanence avoir besoin de s'occuper l'esprit afin de ne pas penser à la douleur. Cependant, il s'agit plus d'une distraction ayant valeur de palliatif plutôt que d'un véritable recueillement où il va justement s'interroger vis-à-vis de lui-même. Et cette crise, elle est illustrée par les divers patronymes et surnoms qu'on va lui donner tout au long du récit. Mais là encore, c'est un tour de force signé Fujimoto que l'on retrouve souvent dans ses mangas. Ici, on ne suit pas un héros, on suit un homme dans toute sa complexité, par le fait qu'il efface la ligne qu'il existe entre méchant et gentil, bon et juste. Je vous rappelle que le récit commence par du cannibalisme légitimé et que l'on souhaite même défendre face à Doma. Parce que Doma, en réalité, il n'a pas mal agi d'une certaine façon. Il nous donne à lire un récit sans aucune étiquette prédéfinie, où l'on suit un homme avant tout dans un périple qu'il s'est donné. Mais encore une fois, un homme. Est-ce possible de vivre en tant qu'homme dans ces conditions? Et la quête émane-t-elle réellement de sa volonté ou lui a-t-elle été imposée? Pour ces questions-là, quoi de mieux que de parler du personnage de Togata? Petite parenthèse, j'adore Togata. Non vraiment, c'est un de mes personnages préférés de l'œuvre, avec Agni bien évidemment, mais waouh, Togata, j'ai l'impression que c'est Fujimoto qui s'est mis lui-même dans le récit. D'ailleurs, je sais pas si Fujimoto ça a été confirmé si c'est un homme ou une femme, mais ça ne m'étonnerait pas que ce soit une femme justement. Ne serait-ce que parce que dit Togata dans le manga et par tout ce qu'elle exprime à travers ses pages. Mais ça vous le verrez plus tard. Togata étant une jeune femme obsédée par le 7e art qui a connu l'expérience du visionnage cinématographique car elle aussi est dotée du même pouvoir qu'Agni et qui munie d'un caméscope tente de recréer un film avec Agni comme héros car véritable tête d'affiche parce qu'il évoque à travers son physique. Un mec ultra bodybuildé, ultra musclé qui brûle tout sur son passage et qu'il faut absolument pas toucher et qui est extrêmement puissant. Ouais, on a littéralement une tête d'affiche ici. Après négociation, il l'acceptera en endossant un nouveau rôle dans le récit. Il passe donc de celui qui veut se venger à héros de film de Togata. Mais laissez-le être jusqu'il veut, bon sang. Mais en vérité, cette rencontre n'est pas tant dénuée de sens pour Agni, car elle lui apporte un véritable sens dans sa quête de vengeance. Il y fera des rencontres et apprendra même aux côtés de Togata. Elle l'aidera même à accomplir sa vengeance de façon épique. Obsédée par la volonté de recréer un sentiment de catharsis qu'elle n'hésite pas à théoriser tout au long du manga, la catharsis étant l'enseignement au niveau des passions que l'on tire d'une confrontation avec une représentation artistique, vouloir créer le miracle du cinéma. Mais quant à la définition complète de la catharsis, je l'ai déjà fait dans la vidéo qui traite de la tragédie dans Jujutsu Kaisen, n'hésitez pas à aller le regarder, c'est une masterclass. Tu te jettes des fleurs là, non? Faut bien jouer à un moment le jeu des réseaux, t'es pas d'accord? Ouais, mais c'est vrai que c'était une masterclass. Et comment parler de la crise identitaire dans cette vidéo sans parler de Togata? Homme piégé dans le corps d'une femme et qui ne peut effectuer de transition due à son pouvoir, elle avouera, on arrête tout de suite, on va l'appeler Il désormais, ça me paraît logique. Il avouera qu'il rêvait de réaliser un film car cela lui apporte aussi à lui un sentiment de proximité vis-à-vis des protagonistes étant souvent des hommes, dénonçant par la même occasion la surreprésentation des hommes au cinéma dans les premiers rôles, empêchant celle des femmes dans des cas précis. Togata, c'est le personnage frustré dans sa construction identitaire vis-à-vis de ce qu'il regarde au cinéma. C'est ce qui va motiver son désir de création artistique, le fait de passer derrière la caméra, Agni correspondant parfaitement à l'image de la tête d'affiche avec un passé lourd et tragique. Et en parlant de physique, le personnage Togata porte en lui une thèse très intéressante sur l'image et le physique dans la construction identitaire.
Terre. Elle le lie justement à ce qu'il représente, mais aussi à ce qu'il est. Que l'image que l'on renvoie nous définit tout autant que ce que l'on souhaite être. Le genre, comme construction sociale, se fait aussi à travers le physique, légitimant le besoin de réaliser une transition lorsque l'on ne se reconnaît pas dans le corps dont nous disposons. Une déconstruction physique dont est tout simplement pas capable Togata du fait de son pouvoir. Quant à Agni, en vérité c'est juste un enfant qui n'a pas grandi. Il va littéralement passer 8 ans à essayer de marcher. Il a eu aucune construction sociale et identitaire pendant cette période. Et combien même la souffrance aurait une valeur épistémique, c'est-à-dire qu'elle nous permettrait de mieux connaître le monde, Agni lui ne fait que souffrir mais ne traite jamais ces informations, ne fait jamais un recul nécessaire vis-à-vis de ça pour mieux comprendre le monde qu'il a fait souffrir. Qu'il a fait souffrir, vraiment? J'ai le droit de faire des erreurs et j'ai pas envie de cut dans le montage. Mais à culpa! Là où Guts a des petits moments d'accalmie, où il peut traiter les informations qu'il vient d'avoir, Agni lui a une souffrance littéralement non-stop. Il n'a pas le temps de traiter ces informations et donc de se construire vis-à-vis de ces dernières. Combien même on dirait que la personne qui a le plus souffert, qui a plus de vécu vis-à-vis de ça, comprend mieux la vie, Agni lui ne comprend absolument rien parce qu'il n'a pas le temps de traiter tout cela. Et justement, parlons de ce moment tant attendu, à savoir le moment où les flammes d'Agni vont s'éteindre. Vous vous doutez bien que le fait de tout brûler sur son passage, ça ne va amener que culpabilité et souffrance. Une souffrance psychologique de même intensité, voire plus. C'est même grâce à cela qu'on a cette image qu'il est très dur de décrypter. Je veux dire, c'est quelle émotion ça exactement? Et on va y venir. Les flammes en réalité jouaient le rôle de quiétif de l'âme, tant elles le détournaient de ses pensées et de ses remords potentiels, faisant du moment où elles reviennent sa véritable libération. Cela est aussi illustré par la place que prend le mensonge dans Fire Punch lors de cette phase d'extinction. Lui qui n'a jamais été qu'un pantin, un acteur, un héros, un comédien, une personne au passé tragique, bref vous avez compris qu'il n'a pas arrêté de cumuler les masques et les mensonges, c'est quoi un mensonge de plus qui pourrait lui garantir d'être de nouveau avec sa sœur? Encore une fois, Fujimoto brouille les lignes morales et épistémiques en légitimant un mensonge odieux, et en nous montrant que d'un point de vue, l'histoire d'Agni est peut-être celle d'un méchant, chose qu'Agni comprend lorsqu'il se met du côté des victimes qu'il a brûlées durant son épopée. Unfortunately, that's the story of revenge. Revenge is messy. It never works out the way you want it. Dieu pour les uns, catastrophe naturelle pour les autres. Il évolue dans un monde où l'absence de certitude, de faits scientifiques, mais aussi le désarroi que connaît l'humanité face à l'ère glaciaire, ça va créer le terreau favorable pour la deuxième notion que l'on va justement traiter et qui est centrale dans Fire Punch, à savoir la religion, sa place, mais aussi sa critique. La place de la religion entre nécessité et critique. Ce qui rend le récit de Fire Punch aussi intéressant, c'est aussi l'exposition de la genèse du moment religieux. Quand est-ce que les hommes commencent à croire? Qu'est-ce qui amène le moment religieux? Où est-ce qu'il y a une utilité à la religion? Et où est-ce qu'il faut qu'elle s'arrête et laisser place à la critique? La religion ne possède-t-elle pas des valeurs de vérité et ne peut-elle pas légitimement s'opposer à la science? Rappelons d'ailleurs que la science est aussi une croyance et que la croyance exacerbée dans les sciences, ça s'appelle le scientisme. On commence donc cette partie par un postulat très simple. La sorcière de glace n'a jamais existé. Et tout le royaume, c'est basé sur un film de série Z qui a disparu depuis longtemps. En plus du fait d'y avoir adhéré très rapidement en tant que lecteur, cela nous montre que la religion trouve son utilité dans le fait de guider un peuple vers la bonne voie sans avoir à passer par une longue explication dialectique. Et évidemment, quand on nous dit que la sorcière de glace n'a jamais existé, que c'est le retour de l'ère glaciale, on le comprend très vite, on se dit « Ah, évidemment, c'est évident, mais... » Oui, c'est ça la religion. En effet, c'est par son aspect romanesque et en excitant les passions qu'elle arrive à créer ce sacré, cet inviolable qui amène les hommes à la recherche du bien. La religion a donc son utilité quand le monde est à l'état de chaos, comme l'explique Fujimoto dans un monde tel que Fire Punch. Parce que oui, grâce au moment religieux, les êtres humains vont créer quelque chose de sacré autour de l'être humain, autour de la vie, et donc ne vont pas se laisser aller par le cannibalisme par exemple. Et ce qui est génial dans Fire Punch, c'est qu'on a toutes les étapes par lesquelles le moment religieux se crée. Et ça, c'est à travers le personnage d'Agni et son épopée. Parce que oui, l'ascension d'Agni en tant que dieu dans l'esprit des hommes et de ses fidèles, le fait qu'il devienne une figure sainte sans même chercher à l'être, montrant que l'homme place les intentions qu'il veut dans ce qu'il voit, et le danger de cette erreur que l'on réalise beaucoup trop souvent, au point même d'amener une dissociation dans son esprit et de se considérer à un moment comme dieu. Parce que oui, Agni à un moment, il veut même croire à cette vérité, il se dit je vais être un dieu, mais... c'est le moment qui est juste avant celui où il pète un câble, montrant à quel point la dissociation est devenue trop grande dans son esprit. Parce que c'est le moment où il sait qu'il a 100% arrêté d'être sincère avec lui, vient donc après un moment de sincérité pure, à savoir l'expression de ses pulsions dans l'extermination de Doma et des petits-enfants qu'il y avait autour de lui. Cette vidéo ne sera pas monétisée, cette vidéo ne sera pas monétisée, cette vidéo ne sera pas monétisée. Et le personnage illustrant parfaitement cela, et qui montre très bien ce fanatisme, ce n'est autre que Sun. Sun, cet enfant sauvé par Agni, qui va justement rejoindre son culte et même le créer d'une certaine
certaine façon et devenir son plus grand fanatique, il embarquera un nombre assez conséquent de fidèles dans cette croyance issue d'un besoin. Parce que en réalité, Sun a besoin de croire en Agni. Ça montre aussi que le moment religieux naît d'un besoin de croyance. Et attention spoiler, on retrouve ça aussi chez Nietzsche, mais comme vous le savez, qui parle de religion et de critique de la religion, on parle un peu de Nietzsche par moment. Sun, c'est le summum du tragique, c'est celui qui voit au-delà de cette mascarade, qui décide d'y croire et qui y croit tellement qu'il a oublié qu'il a décidé lui-même d'y croire à un moment. Waouh, on rapporte ça à l'échelle des civilisations, on a la plus grande critique de la religion qui puisse exister. Solution qui le conforte le plus, car encore une fois, il en a besoin. Et ce qui rend cela encore plus intéressant, c'est lorsqu'il le revoit encore plus tard, car combien même son désir de croire est alimenté par sa faiblesse et son esprit simple, désormais il est grand, il pense bien, et surtout, grâce à son don, il devient une arme létale extrêmement puissante. Et justement, le moment le plus intéressant de Fire Punch, c'est le summum de la critique de la religion, mais aussi des sciences, quand il va y avoir un débat entre le Sun adulte qui défend la religion et ceux qui défendent le fait scientifique, disant que le fait scientifique est aussi une croyance et un rattachement à ces faits, un rattachement intime au niveau de l'émotion, alors que la religion aussi, et les deux peuvent s'expliquer de la même façon. Mais ce contraste avec cela, avec cette force au niveau du corps et de son don, la faiblesse de l'esprit humain qui continue à avoir besoin de croire. Au lieu de croire en lui, il croit encore en cette idole qu'il s'est créée, Agni, Seigneur Agni, qui n'aurait été qu'un homme, qu'un enfant, qui brûle sans cesse, à qui on ne laisse pas d'autre choix que de vivre, un message que l'on entend souvent, comme quoi il faut vivre, rien n'est plus précieux que la vie. Mais en vérité, quel égoïsme que de dire cela à quelqu'un qui ne connaît que la douleur comme Agni, qui, même dans l'épilogue, poursuivra ce but sans relâche, à savoir simplement vivre, ne pas arrêter de vivre, mais même vivre sans avoir de but pour lequel il vit. Une véritable critique du moment où on dit à quelqu'un de simplement vivre, parce que la vie est toujours assujettie à une fin plus grande qu'elle, un projet. La vie n'est pas une fin en soi, elle est toujours assujettie à une autre fin qui vient lui donner sens. Sinon vivre sans avoir aucun but derrière, ben c'est une forme de mort aussi, la mort de l'individu, la mort de sa volonté de vivre. Un individu qui justement accepte de porter tous les masques qu'on lui donnera, celui de Dieu, celui de sauveur, celui de méchant, bref vous avez compris. C'est donc un homme qu'on ne laissera jamais se reposer, car comme le dit Aristote, tout homme et tout être vise l'état de repos. Et à plusieurs moments dans le récit, on ne souhaite que cela pour Agni, qu'il puisse enfin connaître le repos éternel. Le cinéma, c'est le plus grand amour de Fujimoto, et ça se comprend. Le cinéma, ça nous fait littéralement voyager, ça nous fait rêver, ça nous amène à explorer le monde extérieur, mais aussi celui qui est en nous, à savoir notre intériorité. Il nous porte loin et nous amène à nous évader, et conditionne aussi notre rapport au monde après une bonne séance. C'est pour cela que je trouve la scène hyper intéressante de la mise en abîme d'Agni qui se regarde dans le cinéma avec ses rushs perdus, parce que cette scène-là, bah c'est le cinéma. Ce que l'on voit à ce moment-là, bah c'est l'humanité, c'est nous. Alors n'hésitez pas une seconde de plus et allez au cinéma. C'était Gatsu Sensei, vous êtes la génération terrible, et n'oubliez pas, vous avez 4 heures.